Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Chapitre 1 – Pourquoi la géopolitique ? 1.1 Introduction. L'analyse géopolitique est la meilleure façon de comprendre notre monde en perpétuelle mutation, car comme le reconnaît Émeric Choprade, la géopolitique est à la fois un champ de la science et un outil de l'action politique. Une théorie géopolitique est aussi une arme géopolitique. Les travaux géopolitiques ne contribuent pas seulement à expliquer l'histoire, mais qu'ils la déterminent aussi par l'influence qu'ils peuvent exercer sur les gouvernements des États. La géopolitique a beaucoup influencé la vie internationale comme le montrent les aphorismes lancés par des auteurs comme F. Ratzel, K.A. Saufer, R. Kiellen, H. Mackinder, N. Spykman, A. Mahan qui ont expliqué les relations conflictuelles entre les nations terrestres et les îles. Dans certains pays, notamment anglo-saxons, les états-majors et les hommes politiques s'appuient encore aujourd'hui sur les théories de ces auteurs pour influencer le cours de l'histoire mondiale. La stratégie américaine d'endiguer l'expansion soviétique pour l'empêcher d'avoir accès aux mers chaudes est la plus parfaite illustration de l'influence de la géopolitique sur les relations internationales. Ces géopolitologues ont démontré que la position géographique des États peut leur conférer d'importants avantages stratégiques. L'histoire de la Grande-Bretagne, de ses relations avec l'Europe et le monde, fut conditionnée par sa situation insulaire. Au cours du XIXe siècle, la suprématie de la Grande-Bretagne était totale et basée sur une puissance maritime sans égale. Elle s'imposait en Occident et dans le reste du monde, en définissant l'ordre économique mondial. L'Allemagne fut la première puissance continentale à contester la puissance maritime britannique mais fut devancée par les États-Unis, qui ont beaucoup profité d'un immense territoire, riche en ressources naturelles, protégé par les mers. Mais la position géopolitique d'un pays ne commande pas tout, elle n'est pas déterministe. Il faut en plus le travail des hommes qui occupent cet espace et qui décident de l'avenir de cet espace. Si l'espace ne détermine pas le destin d'une nation, il lui donne tout de même des avantages ou des atouts indéniables. Si la politique est au-dessus de tout et si elle se prononce sur tout, couplé avec la géographie, le concept de géopolitique, forgé par le Suédois R. Kiellen, peut parfois paraître comme un fourre-tout. D'où la difficulté de l'analyse et de la compréhension. En géopolitique, l'État est défini comme base, support et champ d'exercice de la puissance. Comme toute discipline, la géopolitique qui est toute récente a une origine et des outils d'analyse qui doivent être compris. Elle est une matière interdisciplinaire très dense et très fascinante, car elle se veut globale et complète. S'il y a des aspects de sciences sociales qui ne peuvent pas être expliqués et compris à l'intérieur de leurs disciples, s'il faut quelquefois faire appel à des disciplines connexes, le couple géographie et politique a la prétention de répondre aux questions qu'ils se posent. Toutefois, il ne faut pas être tenté de vouloir tout expliquer par un seul facteur, religieux, pauvreté, économie, puissance militaire, etc. Comme le reconnaît également Émeric Choprade, la seule méthode que nous puissions appliquer en sciences humaines pour remédier à ceci consiste à remettre en cause les fondements du raisonnement si les chemins de réflexion empruntés ont mené à une impasse de l'esprit. Mais qu'est-ce que la géopolitique ? Il n'existe pas une définition partagée par tous les auteurs. Le terme géopolitique est né au XIXe siècle. Il est parfois confondu avec la géographie politique. À partir d'interférences entre les diverses disciplines, la géopolitique permet de planifier une politique étrangère et une politique de sécurité. C'est une discipline essentielle et incontournable pour le destin de chaque nation, dans la mesure où elle met en relation les questions politiques et stratégiques avec le territoire. L'Allemand Ratzel dans sa Politische Géographie, 1897, développe la conception de l'État comme organisme lié au sol et esquisse le jeu des États comme compétition pour le territoire. Pour lui, la géographie allemande est la science qui donne à son pays la conscience de son rôle et de ses moyens dans le monde. Il voit l'État allemand comme un organisme qui a pour base le sol qu'il doit contrôler et étendre pour assurer l'espace vital de son peuple, Lebensraum. Dans son autre livre, L'État comme forme de vie, paru en 1916, il définit ainsi la géopolitique, la science de l'État comme organisme géographique tel qu'il se traduit dans l'espace. L'espace constitue la source du rayonnement et de la puissance de l'État qui n'a de consistance que spatiale.
L'État est ce lien indissoluble qui unit un territoire à la population qui y vit. La géopolitique est donc l'étude de l'État qui n'est autre qu'un organisme vivant et à ce titre, acteur de son propre destin. L'Américain Colin S. Gray, témoin de la guerre froide, analyse la notion d'ennemi et les moyens de lutter contre cet ennemi, en instaurant une géopolitique de combat. Pour cet auteur, la géopolitique est aujourd'hui une science qui relie la géographie aux sciences politiques pour interpréter les conséquences sociales, économiques et stratégiques de la géographie sur le terrain du politique. Le Français Yves Lacoste, fondateur de la revue Hérodote, fondée en 1976 et père de la géopolitique française moderne, définit la géopolitique en ces termes. Il ne s'agit pas d'une science, ni d'une recherche de loi, mais d'un savoir penser l'espace terrestre et les luttes qui s'y déroulèrent, pour essayer de mieux percer les mystères de ce qui est en train de se passer afin d'agir plus efficacement. Yves Lacoste, question de géopolitique. Il souligne que les phénomènes géopolitiques sont essentiellement des rivalités de pouvoir quant à des territoires. Dans son dictionnaire de géopolitique, il avance que dans les multiples cas où l'on parle de géopolitique aujourd'hui, il s'agit en fait des rivalités de pouvoir sur des territoires et sur des hommes qui s'y trouvent. Il souligne, il faut se défier par principe des explications trop simples, de celles qui se fondent sur l'évocation d'un seul facteur. Les situations géopolitiques sont éminemment complexes. Leur analyse diffère selon les points de vue et les intérêts, qu'il s'agisse de ceux du pouvoir central ou de ceux des collectivités locales, à plus forte raison s'il s'agit d'États ou de formations sociales qui se trouvent dans des rapports plus ou moins antagonistes. Mais la géopolitique est une méthode particulière qui repère, identifie et analyse les phénomènes conflictuels, les stratégies offensives ou défensives centrées sur la possession d'un territoire, sous le triple regard des influences du milieu géographique, pris au sens physique comme humain, des arguments politiques des protagonistes du conflit et des tendances lourdes et continuités de l'histoire. La géopolitique, qui est une matière interdisciplinaire au carrefour de plusieurs disciplines, doit refuser tout monisme. Elle doit toujours tenter de comprendre en s'appuyant sur les autres sciences humaines. Elle doit exiger que l'observation soit faite sur une longue période de l'histoire afin de faciliter le travail de validation et de tirer des conclusions crédibles. Le temps long de l'histoire a une importance cruciale en géopolitique. Donc, la méthode géopolitique est l'analyse factorielle combinatoire. On tire des conclusions après avoir considéré le temps long de l'histoire et après avoir procédé par une combinaison des facteurs. Le refus de tout monisme permet d'échapper aux tentations monocausales et simplificatrices si courantes en recherche sociale. Il est toutefois entendu que cette analyse factorielle combinatoire doit être soutenue par un effort empirique et intellectuel de validation des hypothèses et par l'étude des situations historiques concrètes, ou encore par l'étude des cas précis. Il faut parvenir à dégager les facteurs constants de la géopolitique et les facteurs de changement. Il faut isoler les facteurs qui déterminent les équilibres intérieurs et extérieurs tout en soulignant leurs possibles interactions. 1.2. La géopolitique est un outil au service des décideurs politiques. L'origine et la construction de l'État allemand sont très instructifs pour toute personne qui réfléchit sur la consolidation d'un territoire longtemps divisé, régulièrement envahi par des troupes étrangères et soumis à la volonté des États voisins. La naissance de l'Allemagne comme État moderne est associée à la naissance de la géographie politique qui a donné à son tour naissance à la géopolitique. Issue de la géographie qui remonte à Hérodote, 2500 ans, la géographie n'était pas enseignée au peuple d'Europe car les princes la jugeaient par trop stratégique pour être partagée avec les masses populaires qui à l'époque étaient soumises au pouvoir autoritaire et dictatorial des princes et des rois. Jusqu'au XVe siècle, l'Allemagne n'existait pas dans la forme que l'on connaît aujourd'hui. Ce pays était composé de plusieurs petites principautés gouvernées par des princes despotes qui exploitaient chaque territoire pour leur propre compte. Napoléon traversait avec ses troupes les principautés allemandes pour aller conquérir la Russie lointaine. Pendant la traversée des principautés allemandes, les soldats français de Napoléon dormaient chez les habitants et ils étaient nourris par eux. C'est dire que la notion de souveraineté n'existait pas dans les territoires allemands. Au début du XIXe siècle, au lendemain du Congrès de Vienne en 1815,
La Prusse, qui était la principauté la plus puissante et la mieux organisée et qui obtint des territoires situés très à l'ouest et très loin de son cœur historique, Sarre, province rhénane, Westphalie, chercha à réunir ces territoires séparés par de nombreuses autres principautés allemandes. La Prusse imposa donc l'unité politique d'une Allemagne jusque-là morcelée. Pour convaincre plus aisément les Allemands de la nécessité de l'unité politique de leur pays, la géopolitique fut l'outil ou l'instrument de cette unification. En 1820, l'enseignement obligatoire de la géographie fut généralisé. La Prusse enseigna partout la théorie d'une Allemagne une, en se fondant sur le climat, la géologie, le relief, etc. L'objectif était de sensibiliser les futurs citoyens au fait que l'unité de l'Allemagne existait déjà dans la nature, dans le relief, dans la géographie. L'idée novatrice séduisit, au-delà même des frontières strictes de la Prusse, et rapidement, les manuels prussiens furent utilisés dans les écoles des divers États allemands. La référence à l'argument linguistique n'était pas retenue, car à cette époque, il fallait tenir compte de l'existence de l'Autriche, grand État de langue allemande et rival de la Prusse bismarckienne. Il a fallu attendre la victoire de cette dernière face à l'Autriche de François-Joseph, lors de la bataille de Sadowa, 1866, pour que les géographes prussiens justifient leur stratégie d'unification des territoires germaniques sur la base du facteur linguistique. C'est dans ce contexte de géographie populaire, par opposition à la géographie des princes, que Friedrich Ratzel fonda sa géographie politique à partir de la géographie physique. Sa réflexion s'articula sur le devenir de l'Allemagne, la place qu'elle devait occuper, son identité et le rôle qu'elle devait jouer dans les affaires du monde. Friedrich Ratzel 1844 à 1904 fut un Allemand nationaliste, comme l'étaient alors la plupart de ses compatriotes et plus largement, les Européens de cette époque. D'où son engagement au sein d'une multitude de structures politiques et patriotiques, notamment la Ligue pangermaniste fondée par Karl Peters et le Parti libéral dont il fut adhérent. Colonialiste, il le fut également. Pour lui, l'Allemagne se devait d'avoir un empire, à l'image de ses deux grandes rivales, la France et l'Angleterre. L'Allemagne doit être présente dans toutes les parties de l'univers connu, et notamment à tous les emplacements stratégiques. Dans cette logique, il écrit une esquisse d'une nouvelle carte de l'Afrique avec quelques remarques générales sur les principes de géographie politique. Son livre fut publié en 1885, date du Congrès de Berlin qui vit le partage de l'Afrique entre puissances européennes. Dans sa politique géographie, il insista sur le sens du sol qui fut une notion clé chez lui. Le sol fut l'objet de toutes les compétitions et il justifiait toutes les confrontations. Donc, pour Ratzel, les frontières sont des délimitations temporaires, susceptibles d'être modifiées au fil des besoins des hommes. Sa politique géographie se voulait être un instrument pour les dirigeants prussiens, une théorie de la question du pouvoir d'État et de ses formes territoriales. L'État est comme tout organisme vivant, il naît, grandit, se développe, régresse et meurt. Pour Friedrich Ratzel, le Reich devait compenser en espace les inconvénients de sa situation géographique, l'Allemagne devait donc être élevée à la dignité d'un continent. Il posa les modalités de l'acquisition par l'Allemagne d'une stature géopolitique, à la mesure des ambitions du pays. Sur les questions maritimes, Friedrich Ratzel fut un ardent défenseur de la création d'une flotte allemande pour mettre en échec les forces britanniques et pour renforcer la puissance internationale allemande. L'Allemagne doit être forte aussi en mer, de façon à ce qu'elle remplisse sa mission dans le monde, ne cessa-t-il de dire aux siens. Les théories de Friedrich Ratzel inspirées du darwinisme et celles du général Haushofer, 1869 à 1946, expriment une géophysique qui justifie le dynamisme conquérant. Friedrich Ratzel chercha à établir les lois de la géographie politique, pour lesquelles il fonda son raisonnement sur les configurations permanentes, statiques, c'est-à-dire celles de la géographie physique. Il s'interrogea sur son pays, sa place, son identité et le rôle qu'il devait jouer dans le monde. Dans ses analyses, il ne tenait pas compte des mutations et des changements politiques. Son objectif était de définir les lois, qu'il voulait naturellement universelles, qui déterminaient le comportement des États. Il voyagea en Italie, 1872, et en Amérique du Nord, 1873. De ces voyages, il rentra en Allemagne avec le goût pour la géographie. Pour Friedrich Ratzel,
l'Allemagne était à l'étroit dans un territoire étriqué. Il fallait élargir ce territoire dans l'espace européen. Ses idées s'inscrivaient dans le contexte fortement nationaliste de son époque. C'est pour cette raison qu'il défendait l'idée selon laquelle le Reich devait avoir une politique d'envergure mondiale. Il devait notamment créer, à l'instar de la France et de la Grande-Bretagne, un empire colonial à la mesure des ambitions allemandes. Pour qu'une puissance soit mondiale, écrivit-il, il convient qu'elle soit présente dans tous les emplacements stratégiques. Il voyait dans l'espace territorial et dans sa position la source principale de la puissance. Hélas, l'Allemagne s'intéressa au monde avec retard, à un moment où ses voisins avaient déjà pris pied sur tous les continents, bâtissant de véritables empires. Mais l'élargissement de l'Allemagne et surtout son ouverture sur les mers du Nord étaient décisifs dans le développement de l'Allemagne qui construisit très rapidement une flotte maritime, et qui commença à conquérir le monde, à chercher des colonies, à consolider son commerce planétaire afin de rattraper son retard face à d'autres puissances comme la France et l'Angleterre qui la dominaient. Durant cette course, il y eut hélas des dérapages comme l'occupation de la Lorraine et de l'Alsace, mais surtout le déclenchement de 2 guerres mondiales. Le temps n'est-il pas venu pour que les pays africains se donnent les moyens d'une pensée géopolitique rationnelle et cohérente, afin de construire des États forts et des communautés économiques viables sans lesquelles il sera difficile sinon impossible de défendre le continent et la dignité des Africains? La position géographique du pays influe sur la géopolitique nationale. L'amiral américain Alfred Mahan, 1840 à 1914, a été l'un de ceux qui ont théorisé sur la géographie des mers. Il a été l'un des premiers à avoir mis en avant l'importance de la maîtrise des mers, sea power, dans la géopolitique contemporaine et le premier à conceptualiser la stratégie maritime. C'est grâce à lui que les États parviennent à se hisser au plus haut dans la hiérarchie. Selon lui, la faiblesse de la politique navale française est avant tout liée aux caractéristiques de la position géographique de la France et à son attirance alternée pour la terre, puissance continentale, et pour la mer. La France, qui est un vieil État et une vieille nation unis par un idéal et une histoire partagée, n'est pas en quête de son espace. Ses frontières fluctuent certes en fonction des guerres et des desseins, mais elle est une, solidement implantée dans son sol et tournée vers le reste du continent. C'est probablement la raison pour laquelle l'enseignement de la géographie scolaire et universitaire n'y apparaît véritablement qu'à partir de 1871, en réaction à sa défaite face à la Prusse. En cette année 1871, devant la Prusse, la France voit son territoire amputé de ses provinces de l'Est. Metz et Strasbourg sont annexés. Dès lors, à l'instar de la Prusse, la France renforce l'unité nationale et mobilise la fibre patriotique des jeunes Français en leur signifiant clairement là où se trouvait la ligne bleue des Vosges. Ici encore l'enseignement de la géographie allait être un outil ou un instrument d'unification. Si la France ne réussit pas à s'imposer sur les mers, cela tient avant tout à l'absence d'un effort de long terme pour se constituer une véritable flotte et surtout d'une vraie stratégie. En revanche, l'Angleterre a eu une politique continue de se rendre maîtresse des mers. Comme puissance maritime, l'Angleterre a eu cette supériorité sur la France et la Hollande. Donc, première observation, la position géographique est un facteur clé qui détermine la stratégie à suivre. La situation peut ou porter à la concentration des forces ou nécessiter leur dispersion. Ici encore, les îles britanniques ont un avantage sur la France. Cette dernière touche à la Méditerranée, aussi bien qu'à l'Atlantique. La position bonne en un sens est en fin de compte une cause de faiblesse militaire sur mer. De même, la situation des États-Unis, entre les 2 océans, serait une cause de grande faiblesse ou une source d'énormes dépenses si un important commerce maritime s'effectuait sur les 2 côtes. Une grande part de l'avantage de concentrer ses forces sur ces rives a été sacrifiée par l'Angleterre quand elle a fondé son immense empire colonial, mais le sacrifice était sage, car la perte a été moindre que le bénéfice. Le développement de ces colonies entraîna l'accroissement de sa marine de guerre. Son commerce maritime et sa richesse s'accrurent encore plus vite. Donc, seconde affirmation, la situation géographique d'un pays peut favoriser la concentration de ses forces. Elle peut aussi lui donner les autres avantages stratégiques de la position centrale et une bonne base pour les opérations de guerre contre ses ennemis. Sur cette observation,
Mahan conclut que la grande force de l'Angleterre a été de savoir s'assurer le contrôle des voies de communication maritimes, grâce notamment à une habile politique de points d'appui, Gibraltar, Canal de Suez, Aden, Hormuz, Singapour, le Cap, Malouine ou Falkland, au secteur clé des grandes routes maritimes. Alfred Mahan a trouvé de nombreuses similitudes entre l'Angleterre et les États-Unis. Association avec la puissance navale britannique, opposition aux prétentions allemandes sur les mers, vigilance face à l'expansion prévisible du Japon dans le Pacifique, enfin défense coordonnée des Européens et Américains contre les peuples d'Asie. Pour atteindre ces objectifs, la maîtrise des mers a été nécessaire. Comme l'Angleterre, les États-Unis tirent leur prospérité de la sécurité et de la liberté de commerce sur les océans que leur assure leur insularité. La maîtrise des mers apparaît donc incontournable à la pérennité et surtout, au renforcement de l'influence mondiale des États-Unis. La Russie ne l'a pas laissé indifférent. Elle apparaît pour l'amiral Alfred Mahan comme une menace potentielle, que viendra rejoindre la Chine, elle aussi considérée comme un danger. Il en conclut logiquement à la nécessité d'une alliance des flottes des puissances maritimes. Les thèses de Mahan ont trouvé un champ d'application opérationnel et de grande ampleur lors de la Seconde Guerre mondiale. Les victoires navales, grâce à la maîtrise des mers par les Alliés sur tous les grands théâtres maritimes du globe, étaient la condition des succès terrestres qui mirent fin à la lutte. C'est aussi de lui que la Grande-Bretagne et l'Allemagne s'inspirèrent dans leur élaboration de la politique des grandes puissances. En Allemagne, l'amiral von Tirpitz vit dans les thèses de Mahan les justifications historiques et stratégiques à la nécessité de construire une flotte importante susceptible d'étendre aux océans la puissance du Reich. 1.2.2 L'importance du socle marin. Les pays qui se sont développés au cours de l'histoire ont presque tous eu un socle marin. Les îles et les pays littoraux, c'est-à-dire ayant une large ouverture sur la mer ou sur l'océan, sont plus enclins à se développer que les pays intérieurs ou enclavés. L'histoire économique le démontre sans effort. La Phénicie, la Grèce, l'Empire romain, le Portugal, l'Espagne, la Hollande, l'Angleterre, le Japon, les États-Unis ou encore l'Afrique du Sud pour citer un pays africain. L'Allemagne bismarckienne avait mené des guerres contre ses voisins pour obtenir un accès vers les mers, qui lui ont permis une ouverture sur les mers nordiques et sur le monde, puis un développement de ses navires marchands a entraîné un développement national. L'Angleterre et les États-Unis sont devenus des puissances grâce à leur état insulaire et ceci permettant cela, ils sont devenus maîtres des eaux internationales. En revanche, la Russie, l'URSS et la Chine n'ont jamais réussi à se hisser au rang de première puissance à cause du manque d'accès aux mers chaudes pour la Russie et par manque d'une géopolitique précoce tournée vers les mers du Sud pour la Chine. C'est justement pour leur refuser de devenir des puissances que l'Angleterre et ensuite les États-Unis ont toujours ceinturé ces pays, le Heartland en s'appuyant sur le Rhineland, par une politique d'endiguement, containment, conseillée par G. Kennan en 1947, continuellement repensée et renouvelée. Le Heartland, le cœur du monde ou l'URSS, est le pivot du monde suivant la théorie géopolitique de Sir Alfred Mackinder. Pour Mackinder, la domination du monde est promise au Heartland. C'est autour de ce concept clé, selon ce penseur, que s'articulent toutes les rivalités et toutes les stratégies du monde. L'alliance de la Russie et de l'Allemagne était la hantise permanente de l'Angleterre. Elle était d'autant plus vive à la fin du XIXe siècle que Guillaume II, affichant une Welt politique, proclama que l'avenir de son pays était sur l'eau. Depuis, l'Angleterre n'a cessé de naviguer et elle a été suivie dans cette aventure par les États-Unis. À la même époque, l'amiral Mahan, le théoricien du Rhineland, a théorisé la stratégie navale des États-Unis en fonction de leur rôle à venir sur la planète. Il a insisté notamment sur l'importance du Pacifique et il est devenu l'un des doctrinaires américains. Le Rhineland est une région intermédiaire entre le Heartland et les mers chaudes du Sud. Lorsque les nomades mongols qui parcouraient les prairies de la plaine centrale furent remplacés par le pouvoir organisé de l'État russe, le même schéma s'est perpétué. L'Empire a cherché l'accès aux mers chaudes du Sud, et il a trouvé les routes barrées au XIXe siècle par la force maritime britannique qui s'était étendue le long du littoral eurasiatique. La position impériale britannique reposait sur un encerclement maritime de la masse eurasiatique. Toute la pensée géopolitique tourne autour de la question de l'eau.
Mackinder oppose l'eau à la terre et trouve la domination du monde dans le Heartland, tandis que Mahan accorde une grande importance au Rimland qui a permis aux Américains d'acheminer armes, troupes et vivres sur le théâtre d'opérations en Europe, de vaincre le Japon et de gagner la guerre. À partir de Mahan, le pivot n'est plus, comme chez Mackinder, le Heartland, mais bien le Rimland qui est devenu la charnière, l'enjeu, la zone d'affrontement pour la domination du monde. Pour empêcher l'URSS de s'étendre, et dans le but de contrôler le Rimland, les Américains ont soutenu la guerre en Corée du Sud, ils ont donné la bombe nucléaire à l'Inde et à l'Israël, ils ont financé les 4 dragons afin d'accélérer le développement économique d'Airbordière et afin que ces pays ne tombent pas dans l'idéologie communiste que le président Truman qualifia de peste dont il faut préserver le monde. Les États-Unis ont ainsi soutenu et armé tous les pays autour du Rimland. Sachant que les forces terrestres sont vulnérables, les États ont toujours recherché la sécurité des eaux et c'est pour cette raison que les grandes puissances ont investi les océans de leurs flottes aux dimensions gargantuesques, gigantesques et titanesques. 1.2.3 Application silencieuse de la théorie du Rimland en Afrique. D'après Nicholas Hickman, le théorème de Mackinder selon lequel, celui qui contrôle l'Europe de l'Est domine le Heartland, celui qui domine le Heartland domine l'île du monde, et celui qui domine l'île du monde domine le monde, est erroné. S'il devait y avoir un slogan pour la politique dans le vieux monde, ce devrait être pour Spikeman, celui qui domine le Rimland domine l'Eurasie. Celui qui domine l'Eurasie tient le destin du monde entre ses mains. Il renverse ainsi l'approche mackinderienne, car le Heartland devient moins important que le Rimland, l'anneau des terres, expression que Spikeman préfère à celle de croissant intérieur ou marginal. Pour Spikeman, Mackinder a sous-estimé l'importance stratégique des péninsules de l'Eurasie, car c'est sur les rivages et les terres du Rimland que s'est jouée la victoire du second conflit mondial. Spikeman en conclut à l'importance du contrôle du Rimland pour qui veut contrôler les destinées du monde. La théorie de l'anneau maritime, contenant la puissance continentale développée par Nicholas Spikeman, a eu une grande influence sur l'élaboration de la politique étrangère américaine. Elle a été en effet à l'origine de la stratégie de l'endiguement, containment, utilisée par les États-Unis lors de la guerre froide, et la cohésion politique du Rimland, États-Unis, Europe occidentale, Asie maritime, a permis de contenir les visées expansionnistes du Heartland, bloc soviétique. Une connaissance parfaite et approfondie de la théorie du Rimland est indispensable pour comprendre qu'elle a été appliquée en Afrique avec méthode, c'est-à-dire de manière silencieuse, et c'est bien ce qui explique que l'Afrique est un continent encerclé comme l'était et le sont encore l'ex-URSS et la Chine. Carte, Spikeman et la théorie de l'anneau maritime. 1.2.4 L'Afrique est un continent encerclé et sous surveillance. Il existe des routes terrestres comme il existe des routes ou voies aériennes et maritimes, et lorsque l'on suit de très près l'itinéraire des routes maritimes autour du continent africain, on s'aperçoit aisément que l'Afrique est un continent surveillé à partir des eaux. Tout îlot en dehors du continent est une possession étrangère. De la même façon, tous les points stratégiques qui rapprochent l'Afrique des autres continents appartiennent aux puissances étrangères et ils sont parmi les endroits les plus surveillés du monde. Djibouti, France, Canal de Suez, Grande-Bretagne et États-Unis, Détroit de Gibraltar, Royaume-Uni, Ceuta, Espagne. Toutes les îles autour de l'Afrique sont des propriétés étrangères. Les eaux internationales autour de l'Afrique sont occupées par la flotte des grandes puissances, car celui qui contrôle le Rimland ou l'anneau maritime autour du continent africain contrôle fatalement l'Afrique. L'absence d'une flotte maritime africaine renforce l'exclusion de l'Afrique dans toutes les compétitions maritimes. À cause de l'histoire des pays africains et de sa totale dépendance en armement militaire, il suffisait d'encercler le continent pour contrôler facilement les pays, et il est devenu ainsi facile d'observer tout ce qui y entre et tout ce qui en sort. Cette situation ressemble à celle d'une villa sous surveillance. Les soldats qui sont constamment plantés à l'entrée de la villa connaissent parfaitement tous les secrets et ne peuvent jamais avoir peur de ses habitants. Les puissances qui se sont hissées au plus haut de la hiérarchie des États, et qui ont des prétentions sur l'Afrique imposent leur point de vue, en contrôlant militairement et maritimement le pourtour de l'Afrique. En occupant les eaux internationales au large de l'Afrique, des pays comme le Royaume-Uni et la France ont élargi leur territoire national,
et ils manifestent quotidiennement leur puissance et leur capacité de dominer l'Afrique. Un pays comme la France risquera de ne plus être une puissance mondiale, le jour où elle perdra l'Afrique si ce pays ne diversifie pas ses sources de puissance. Est-ce pour cette raison que la France s'accroche à l'Afrique comme un bébé qui refuse de quitter le sein de sa mère ? Devant l'impossibilité d'accéder au cœur du continent africain, Heartland, à cause des conditions de vie difficiles, il a été jugé plus simple de l'encercler et de le surveiller extérieurement. Les théories géopolitiques expliquent mieux les raisons pour lesquelles la Grande-Bretagne avait préféré occuper les points stratégiques autour de l'Afrique, et ne s'était pas beaucoup immiscée à l'intérieur. Il est permis d'affirmer que les théories géopolitiques ont eu une prétention de prédiction sur le fonctionnement du monde, dans la mesure où les grands décideurs et les grands penseurs s'y réfèrent encore aujourd'hui. L'Afrique est un continent encerclé. 1.3. Les théories de l'intégration. On n'invente pas un objet qui existe déjà, mais il est possible d'améliorer son utilisation. Ce qui est vrai pour les objets d'usage quotidien, l'est aussi pour toute théorie qui est utile pour expliquer et mieux comprendre le fonctionnement de notre monde. C'est pourquoi la partie consacrée aux théories de l'intégration est une recension de ce qu'ont dit certains auteurs qui ont réfléchi sur ce concept. Jacques Ténier affirme que l'intégration régionale présente un caractère dynamique de transformation des structures, principalement dans le champ économique, mais aussi avec une plus ou moins grande intensité dans les champs social et politique. Elle se caractérise par un jeu complexe d'interdépendance, de spécialisation, de complémentarité et produit une altération des économies nationales, voire des sociétés et des entités politiques. L'intégration régionale enclenche un processus de formation d'un nouvel espace. L'intégration régionale des marchés renforce les économies d'échelle. Elle stimule le développement des échanges, la coopération interétatique en rapprochant les États et les citoyens des pays membres. En tout cas, elle permet l'apparition des nouveaux acteurs appartenant à une société civile transnationale et la formation d'un marché plus élargi. L'intégration régionale est aussi un moyen de peser dans les négociations commerciales multilatérales. Dans son livre La politique internationale, Pierre de Sénart-Clans écrit « La dynamique de la civilisation industrielle et des marchés semble favorable au développement d'ensembles politiques toujours plus larges. Le XIXe siècle fut celui des États-nations, alors que notre époque coïncide avec le renforcement des mécanismes de coopération régionale comme si les États n'avaient d'autre choix, pour répondre à la transnationalisation des marchés, à l'expansion des réseaux d'échange et de communication, que la constitution ou le développement de nouveaux espaces économiques et politiques. Cette évolution s'est manifestée avec la mise en place récente d'institutions favorisant l'intégration économique régionale, principalement dans les Amériques et en Asie. Parmi ces dernières, la plus importante est celle qui s'est instaurée en 1988 avec l'accord de libre-échange entre les États-Unis et le Canada, et qui s'est étendue au Mexique en 1994 avec l'entrée en vigueur de l'ALENA, un accord de libre-échange nord-américain, en anglais NAFTA. L'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay ont constitué le Mercosur, marché commun du cône sud. En Asie, les gouvernements ont eu plus de peine à mettre en place des régimes de coopération régionale, en raison de l'hétérogénéité politique et culturelle de cet immense continent, en particulier des séquelles de l'impérialisme japonais et de la guerre froide. L'Association des nations du Sud-Est asiatique, ASEAN ou ANAS en français, qui pratique une régionalisation ouverte, a été créée en 1967, regroupe 6 États, l'Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines, Singapour et le sultanat de Brunei-Darussalam, sous l'égide des États-Unis alors engagés dans la guerre du Vietnam. Elle s'est élargie en 1987 avec l'adhésion du Cambodge, de la République démocratique populaire Lao, du Myanmar et du Vietnam. Elle s'est progressivement engagée dans un programme de coopération économique. En 1992, le sommet de l'ASEAN a pris la décision de créer au cours des 15 prochaines années une zone de libre-échange. Elle a cherché à étendre ses rapports diplomatiques avec de nouveaux États, dont la Chine et le Japon, et s'emploie à devenir un forum de concertation politique. L'APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation,
a été créée en 1989 sur proposition de l'Australie à des fins de coopération économique entre pays riverains du Pacifique. Elle rassemble 18 États, dont la Chine. Elle devrait également tendre à créer une zone de libre-échange d'ici 2010 pour les pays industriels, en 2020 ou plus tard pour les autres membres. Cette organisation d'intégration régionale, de nature essentiellement économique, peut être interprétée comme une réponse au progrès de l'Union européenne, à l'instauration de l'ALENA et à l'aboutissement des négociations de l'Uruguay Round en 1994. L'Union européenne, élargie à 25, constitue une union douanière de taille colossale qui fait peur au reste du monde sur le plan économique et non sur le plan militaire où les États-Unis l'emportent encore. Dans sa définition courante, l'intégration désigne le développement de rapports économiques et sociaux créant une interdépendance croissante entre des États. Elle s'inscrit d'ordinaire dans un espace géographique spécifique. Elle implique un degré plus ou moins élevé d'institutionnalisation. Elle peut également signifier le processus par lequel les États mettent en place des mécanismes visant à renforcer leur cohésion mutuelle et leur rapport de solidarité, en vue de partager, ou même de confondre leurs souverainetés respectives. Par ce processus, les acteurs politiques des différentes sociétés nationales en viennent à investir de nouvelles institutions régionales dont l'autorité et la légitimité sont équivalentes ou supérieures à celles des gouvernements nationaux. Le mouvement d'intégration tel qu'il s'est développé en Europe après la Seconde Guerre mondiale fut un phénomène politique singulier. Il a pris dès ses origines une orientation politique marquée, impliquant l'établissement d'institutions disposant de pouvoirs supranationaux. Ses fondateurs ont mis ainsi un terme à l'enchaînement séculaire de guerres entre États européens. Ils ont jeté les bases d'un vaste espace économique permettant une libre circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Cette intégration régionale fut incontestablement la manifestation la plus saisissante des innovations institutionnelles, marquant l'érosion des souverainetés étatiques et l'évolution des relations internationales contemporaines. L'Union européenne se distingue en effet de toute autre organisation internationale par l'importance de ses finalités politiques, et par l'ampleur des moyens dont elle dispose pour que les décisions de ses organes, en particulier celles de la Commission et de la Cour, soient directement applicables dans les États. L'acte unique de 1986, puis le traité sur l'Union européenne, entré en vigueur le 11 novembre 1993, ont donné au Conseil européen et au Conseil des ministres la capacité de prendre des décisions à la majorité qualifiée en de nombreux domaines économiques, sociaux et même politiques. Les 15 États membres de l'Union ont ainsi accepté de modifier les conditions d'exercice de leur souveraineté. Ils ont également défini les principes et les modalités d'une politique étrangère et d'une défense commune. Ils ont créé une monnaie commune, l'euro, et ont pris par la suite des décisions qui devraient aussi renforcer la convergence de leur politique économique et sociale. Si rien ne vient entraver ce processus, la consolidation d'une Europe fédérale donnera une nouvelle configuration aux relations internationales. Cependant, le projet d'élargissement de l'Union européenne à des pays de l'ancien bloc soviétique, tels que la Roumanie ou la Bulgarie dont les traditions politiques et culturelles sont très étrangères à celles des 15 États membres, pourrait aussi entraver cette intégration politique. L'Union européenne constitue à ce jour l'expérience la plus poussée d'intégration économique régionale. En créant un marché et une monnaie unique, en signant le traité de Maastricht, elle a franchi l'étape de la zone de libre-échange, ZLE, et elle s'oriente maintenant vers l'union économique avec de nouveaux partenaires. L'intégration est cette capacité d'un ensemble, quel qu'il soit, d'assurer sa cohésion en réunissant les différentes unités qui le composent autour de valeurs et de normes communes. Très général et abstrait, le principe d'intégration est sollicité de façon quelque peu différente, dans divers contextes théoriques ou thématiques. La théorie des systèmes a de ce point de vue joué un rôle décisif. L'intégration est présentée en postulat comme la principale propriété des systèmes sociaux et désigne alors leur capacité de maintenir leur identité au-delà de la propension à l'autonomie qui caractérise chacune des unités qui les composent. Cette perspective est reprise dans le domaine de la socialisation politique. L'intégration apparaît alors comme la finalité de ce processus. L'apprentissage des normes et des valeurs vise une intégration minimale des individus au sein de la société.
Cette sociologie de la valeur confère au concept d'intégration une dimension normative. L'espace public suppose pour s'accomplir une intégration minimale des individus, quelles que soient par ailleurs les autres composantes de leur identité. L'intégration peut ainsi renvoyer par exemple à l'hypothèse d'un consensus républicain. En relations internationales, le concept d'intégration désigne des processus par lesquels se tissent des liens multiples soit entre États, soit directement entre communautés nationales jusqu'à un seuil remettant en cause, au moins partiellement, le principe même de souveraineté nationale, intégration européenne, intégration atlantique, intégration régionale. L'intégration régionale n'est possible que lorsqu'elle s'accompagne d'une socialisation politique permanente. Elle permet l'essor du commerce, l'harmonisation des politiques, l'adoption de stratégies communes et un lancement des investissements conjoints. Là où elle est bien comprise, l'intégration installe des structures durables, efficaces de coopération entre pays et surtout elle rapproche les citoyens de différents pays qui se mettent à réfléchir ensemble sur leur avenir commun. Pour Mark Malloch Brown, ancien administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, actuellement chef de cabinet du secrétaire général de l'ONU, les mouvements d'intégration régionale prennent des formes très diverses: zone de libre-échange, union douanière, marché commun, union économique et intégration régionale intégrale. La plupart trouvent leur origine dans des accords commerciaux, plus de 80 sont actuellement en vigueur, la portée de ces accords devenant plus large, menant à une action commune plus ambitieuse. Les difficultés initiales de la réduction des droits de douane et l'élimination des restrictions au commerce peuvent être redoutables, en particulier pour les économies les plus pauvres, les plus fragiles. La création d'une zone d'intégration économique reposant sur la suppression des droits de douane renforce la mobilité des produits par l'émergence des marchés de plus en plus vastes. Typiquement, l'intégration régionale passe par des phases d'avancée et de recul, ceci étant dû à un affaiblissement de la volonté politique des partenaires ou à une dégradation de la conjoncture internationale. Il est souvent difficile de ne pas perdre de vue les avantages potentiels à long terme d'une expansion des marchés, d'une spécialisation mutuelle et de l'avantage comparatif. Les mouvements d'intégration régionale les plus ambitieux concernent tout un continent. Union africaine, 53 membres, et Système économique latino-américain, CELA, 28 membres. Chaque région comprend cependant de nombreux groupements qui parfois se recoupent, présentant ainsi des dispositions contradictoires, et les objectifs peuvent aller d'une simple consultation à une union politique intégrale. Certains sont établis de longue date tels que l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ANAS ou ASEAN, créée en 1967, à la déclaration de Bangkok en pleine guerre américaine du Vietnam, dont la population dépasse celle des États-Unis ou de l'Union européenne. Certains autres groupements se sont dissociés avant de se reconstituer sous des formes différentes. C'est le cas de la Communauté de l'Afrique de l'Est, lancée initialement pendant la période coloniale en 1947, puis dissoute en 1977 et enfin reconstituée en 1991 comme union douanière, avec des ambitions économiques, environnementales, sociales et politiques grandissantes. Les signes de l'intégration régionale sont bien visibles au sein de l'Union européenne, qui a adopté le 1er janvier 1999 la monnaie unique, l'euro, et qui a confié la conduite de la politique monétaire de l'Union à une banque centrale indépendante. En adoptant la monnaie unique, les pays de l'Union européenne ont fait disparaître le 1er janvier 2002 tous les signes monétaires nationaux, et ils ont tous adopté les mêmes billets et les mêmes pièces de monnaie. Ils ont accepté la création d'une Cour européenne de justice. En agissant ainsi, chaque État souverain a renoncé à une part capitale de ce qui faisait sa souveraineté comme le privilège traditionnel de battre monnaie, la politique macroéconomique, la coordination des politiques monétaires et budgétaires. Le choix collectif de la monnaie unique est la preuve tangible d'une réelle intégration régionale. Le transfert des compétences aux institutions de l'Union a réduit considérablement la souveraineté de chaque État membre devenu dépendant des décisions de l'Union. L'Union européenne est aujourd'hui le champ clos d'une intense production normative qui mobilise les échelons administratifs nationaux. L'Union européenne est le produit d'un concert intergouvernemental. C'est une institution supranationale qui voit elle aussi le pouvoir de ses instances représentatives fondre au profit d'échelons d'expertise.
Au point qu'il n'est pas exagéré de dire que la compréhension de la construction européenne fournit les clés d'accès à ce qui pourrait devenir, dans un futur lointain, un modèle de gouvernement planétaire. Le processus d'intégration régionale sont nombreux sur les 5 continents, ALENA, CEI, Mercosur, ASEAN, Union européenne, Union africaine, zone franc, etc. S'agit-il là de simples accords de libre-échange, entre pays ou groupes de pays, d'une coopération interétatique ou de véritables organisations menant des politiques communes à la manière de l'Union européenne, s'interroge Jacques Ténier. Accompagne-t-il une mondialisation de type libéral, ou contribue-t-il seulement à favoriser le rééquilibrage des rapports de force sur la planète et à réduire certaines tensions ? De toute évidence, les accords de libre-échange constituent un outil utile à la réalisation du projet économique et sécuritaire dans une région donnée. Ils sont en train de changer le monde, dans la mesure où ils encouragent les échanges mutuels grâce à la suppression des droits de douane et autres barrières. Le commerce international est de plus en plus transformé avec la possibilité qui est maintenant offerte aux pays de choisir des partenaires et de tisser avec eux des relations économiques spéciales, contrairement aux principes soutenus avant par le GATT, puis par l'OMC, 147 pays en septembre 2004, de non-discrimination. Il existe toutefois une exception pour les pays en développement qui sont autorisés à conclure des accords préférentiels, sur une base sélective. 1.4. Le monde en mouvement. Partout dans le monde, le régionalisme prend de l'importance et de l'ampleur, mais le projet d'intégration régionale est un rêve aussi vieux que le monde. En effet, l'idée d'intégration n'est pas nouvelle, c'est le Zollverein, union douanière entre les États principautés allemands, entrée en vigueur le 1er janvier 1834 sous l'impulsion de la Prusse, qui avait pavé la voie à la réalisation des échanges entre les signataires. À l'origine, les 25 États membres pratiquaient le libre-échange entre eux et le protectionnisme à l'extérieur. C'est encore le Zollverein qui accéléra l'unification économique de l'Allemagne au profit de la Prusse, dont le thaler devint la monnaie courante. Les 13 anciennes colonies britanniques qui s'étaient mises ensemble pour former les États-Unis actuels, est un autre ancien exemple. En Amérique latine, l'idée d'intégration régionale avait été éclairée par le rêve de Simón Bolívar qui voulait créer les États-Unis d'Amérique du Sud en cherchant à faire passer l'intérêt commun des peuples, avant l'appétit des caudillos. À son époque, la République de Colombie, créée le 17 décembre 1819, comprenait l'ancien vice-royaume de la Nouvelle-Grenade, l'actuelle Colombie et le Panama, mais aussi les départements du Venezuela et de Quito, puis en 1822 de Guayaquil. Bolívar avait espéré, pour l'Amérique, du Mexique au Cap Horn, la combinaison de l'émancipation démocratique et du développement économique. L'une et l'autre devaient se réaliser dans un espace suffisamment vaste et ouvert, à l'opposé des logiques d'enfermement, de captation et de prédation qui seront très rapidement celles des classes dirigeantes des États nouvellement constitués. La soif des dirigeants politiques fit échouer ce grand projet sud-américain d'intégration régionale. En Afrique, la création dès 1910 de l'Union douanière de l'Afrique australe prenait acte de l'intégration commerciale des territoires britanniques d'Afrique du Sud, du Botswana, du Lesotho et du Swaziland. L'Union douanière de la Rhodésie du Sud, Southern Rhodesia Customs Union, est apparue en 1949, composée de l'Afrique du Sud et l'actuel Zimbabwe. C'est en Afrique australe que la première union douanière a été créée. En revanche, l'idée d'intégration régionale comme phénomène économique ou politique est beaucoup plus récente. Elle est née, suivant le cas et le continent, après la Seconde Guerre mondiale, mais elle est parfois plus ancienne. Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ont connu un demi-siècle d'intégration régionale qui remonte de l'époque coloniale. Le Kenya et l'Ouganda ont été constitués en union douanière dès 1900, la Tanzanie les a rejoints en 1922. Devenues indépendantes, ces nations se sont lancées dans un projet d'inspiration fédérale en créant, en 1967, la première communauté est-africaine qui fut dissoute en 1977. En Afrique de l'Ouest, des velléités d'intégration régionale se sont manifestées au début des années 1960. Le Sénégal et le Mali ont tenté une expérience fédérale, qui n'a pas abouti. L'accord commercial entre le Ghana et la Haute-Volta, aujourd'hui Burkina Faso, a été conclu en 1962,
date de création du marché commun africain unissant l'Algérie, la République arabe unie, l'Égypte, le Ghana, la Guinée, le Mali et le Maroc. En 1962, l'Union douanière équatoriale, ancêtre de l'Union douanière des États d'Afrique centrale, regroupait le Cameroun, le Congo, le Gabon, la République centrafricaine et le Tchad. La Communauté de l'Afrique de l'Est, comprenant le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, a été créée en 1967, et parmi les premiers efforts d'intégration, est sûrement l'une des plus significatives. De nouveaux regroupements se sont formés, témoignant des aspirations sans cesse réaffirmées des pays africains à la coopération et à l'intégration économique. En Afrique de l'Ouest, 3 communautés économiques ont vu le jour en 3 ans. La Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est devenue l'Union économique et monétaire ouest-africaine en 1973, l'Union du fleuve Mano en 1974, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en 1973. Ailleurs sur le continent, on a assisté en 1974 à la transformation de l'Union économique et douanière de l'Afrique centrale et à la création de la Communauté économique des pays des Grands Lacs en 1976. La plupart des regroupements issus de ces premières expériences ont pour la plupart été démantelés ou modifiés. Malgré cette précocité d'union douanière en terre africaine, l'Afrique a beaucoup de peine à créer et à maintenir des regroupements régionaux rationnels et cohérents. Les quelques rares initiatives réussies ont bénéficié des liens avec un partenaire plus développé. Dans la SACU et dans la CMA, celui-ci est l'Afrique du Sud, tandis que la zone franc CFA était naguère liée au franc français et l'est maintenant à l'euro. Par le biais de la zone franc, la France a institué une intégration régionale en Afrique occidentale et en Afrique centrale. La zone franc a été créée en 1939 par la France en intégrant ses anciennes colonies par la monnaie. À l'origine, le sigle CFA signifiait Comptoir français d'Afrique. Puis, l'appellation a changé en Communauté financière africaine, mais le sigle est resté le même. En Afrique de l'Ouest, 6 États, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, la Haute-Volta, la Mauritanie, le Niger et le Sénégal, ont créé en 1959 la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, pour gérer leur monnaie commune. En mai 1962, l'intégration a été poussée plus avant avec la création de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, et la fixation des règles de l'émission monétaire, de la centralisation des réserves de change et de la liberté des transferts internes à la zone. En Afrique centrale, en 1959, 5 États, le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo-Brazza, le Gabon et le Tchad ont créé la Banque centrale des États de l'Afrique équatoriale et du Cameroun, BCEAC, à laquelle s'est substituée en 1973 la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. La parité du franc CFA est demeurée inchangée par rapport au franc français jusqu'à sa dévaluation le 11 janvier 1994. L'appartenance à la zone franc fournit un cadre stable pour les investissements étrangers et permet une maîtrise de l'inflation, mais elle conforte une structure commerciale de type colonial, dissuade le développement de complémentarité régionale entre les pays membres et plus encore avec les pays tiers comme le Nigeria, fonctionne largement au bénéfice des entreprises françaises. Les relations commerciales entre la France et les pays de la zone franc sont très déséquilibrées, excédentaires au profit de la France. Par rapport aux autres monnaies africaines, le fait d'appartenir à la zone franc peut être considéré comme un grand privilège grâce à la convertibilité de cette monnaie, mais en réalité cette appartenance a aussi ses conséquences néfastes, car la zone franc reste dépendante de la politique française et de l'euro. Cette dépendance avait conduit la France à dévaluer le franc CFA, sans demander l'avis des utilisateurs. Le temps n'est-il pas venu de tourner la page de cette longue histoire coloniale qui colle à l'Afrique, comme les crottes d'un chien collées à la chaussure ? À l'heure de l'indépendance et de la souveraineté nationale, à l'heure où l'on parle de plus en plus de zones monétaires qui collent avec l'intégration régionale, n'est-il pas triste de constater que la réunion semestrielle des ministres des Finances de la zone franc se tient à Paris, septembre 2005, comme à l'époque coloniale alors qu'à la même période, soit plus précisément en juillet 2005, en Afrique de l'Ouest, 5 pays de la CEDEAO Gambie, Ghana, Nigeria, Guinée et Sierra Leone lançaient la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest, ZMAO. En Afrique, les anciennes colonies britanniques sont mieux organisées,
elles ont des politiques économiques et financières plus futuristes que les anciennes colonies francophones, lusophones et hispanophones. Celles-là se développent pendant que celles-ci stagnent. Dans le contexte d'une Afrique marginalisée et laissée pour compte dans la formation des grands blocs économiques régionaux, l'intégration régionale est la réponse la plus adéquate mais aussi le meilleur moyen de lutter contre le désintérêt manifesté par les grandes places financières à l'égard du continent africain, car ce désintérêt a des conséquences néfastes sur le commerce et l'investissement. 1.4.1 De l'émiettement au regroupement régional. Après la Seconde Guerre mondiale, dans un élan de recherche de la liberté, les États ont revendiqué leur autonomie et leur souveraineté. L'indépendance des colonies du tiers-monde, autour des années 60 pour ce qui concerne l'Afrique, est venue grossir le nombre d'États sur la planète. Le mouvement de la décolonisation a été à l'origine d'une multiplication d'États. Il est même permis de parler d'un regain de prolifération étatique, qui a abouti à l'émiettement des États et à la création de nombreux nouveaux petits États souvent peu viables. On compte, en Afrique, un nombre important d'États de petite taille situés à côté de grands pays. 7 parmi ces pays ont une population de moins d'1 million d'habitants. Les frontières des pays africains sont souvent floues, poreuses et décalquées des délimitations administratives des anciennes colonies. Ces divisions, qui ont séparé des groupes ethniques d'une même souche en les obligeant à épouser des cultures et des civilisations différentes et à parler différentes langues étrangères, n'ont plus permis les échanges. La guerre froide a accentué la division de l'Afrique, et elle a renforcé la revendication de la souveraineté étatique, quelle que soit la grandeur de l'État. Cette tendance se renverse depuis plus d'une décennie, et la fin de la bipolarisation du monde est venue accentuer le désir de l'intégration régionale. En effet, la fin de la guerre froide, à laquelle est associé le processus de mondialisation, a ébranlé en profondeur l'organisation du monde et les structures des relations internationales. Elle a coïncidé avec l'accélération des mouvements d'intégration, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest, soit pour pallier l'effondrement des États, soit pour consolider les économies régionales. À cela s'est ajoutée la logique de la globalisation qui a l'ambition d'unir tous les points de la planète, et cette logique a remis en question la théorie et le rôle de l'État-nation. Certains regroupements régionaux sont plus concrets, d'autres le sont moins. Malgré ce décalage, le monde est entré dans un processus de régionalisation qui est l'une des clés de la fin du XXe siècle, et on ne peut qu'observer avec stupeur le repli de l'État-nation qui devient incapable de protéger ses propres citoyens contre les forces prédatrices du marché. Les constructions régionales se font jour en Europe, en Amérique, en Asie. La régionalisation s'accouple désormais avec la mondialisation ou la globalisation. Que deviendra le rôle de l'État dans le contexte d'affirmation des regroupements supranationaux et des regroupements régionaux ? 1.4.2 Les regroupements régionaux suivent différentes logiques qui ne se ressemblent pas. Il existe différents types de mécanismes d'intégration régionale. Union douanière, zone de libre-échange ZLE, zone d'échange préférentiel, marché commun, union économique et union politique. L'ALENA est une association de libre-échange créée à la suite d'un accord d'abaissement progressif des droits de douane entre des partenaires qui restent maîtres de leur politique commerciale. Grâce à l'ALENA, les échanges du Canada avec les États-Unis ont augmenté de 170% en 10 ans. Ceux du Mexique avec ses partenaires ont doublé en 5 ans et le rapport du commerce extérieur au PIB mexicain est passé de 18 à 31% dans le même temps. Autour de l'ALENA, ce sont les États-Unis qui jouent le rôle clé puisque ce pays absorbe 84% des exportations du Canada et du Mexique. À l'origine, l'ASEAN était un groupement à vocation plus politique qu'économique, puisque l'ASEAN cherchait prioritairement à lutter contre l'hégémonie communiste en Asie. Avec la fin de l'idéologie communiste, l'ASEAN s'est mué en une coopération économique qui prend la forme d'harmonisation douanière. En fait, les liens commerciaux intrarégionaux ne se sont pas accrus de façon aussi poussée qu'il était envisagé. Chacun à sa façon, les pays les plus développés de la région, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Philippines et Indonésie, ont attiré des investissements internationaux,
réalisés en priorité dans des secteurs tournés vers l'exportation à destination des pays industriels, ceux-là même qui fournissaient des capitaux. Ainsi, au sein de l'ASEAN, l'Indonésie ne possède qu'un seul partenaire commercial important, Singapour, plaque tournante du commerce intrarégional et partenaire financier et industriel de plus en plus pesant. Les leaders des pays de l'ANAS ou ASEAN réfléchissent déjà à la formule ANAS +3, et dans cet élan, ils rencontrent régulièrement les dirigeants de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon en vue de renforcer des liens avec ces trois pays dans le domaine du commerce et de l'investissement. Le dynamisme de l'ASEAN serait impossible sans l'apport des pays voisins comme la Chine et le Japon, voire infra. Ce dernier pays, pour effacer les injustices, les destructions et les pertes humaines causées par son armée dans les pays voisins au cours de la Seconde Guerre mondiale, avait répondu aux exigences de réparation, formulées dans le cadre du versement de la dette du sang, par les pays qui avaient subi des destructions afin de contribuer au redressement des économies sud-asiatiques. Il n'y eut point ici de plan Marshall, mais bien une participation déterminante à la dynamisation de l'Asie du Sud-Est. Le Japon est ainsi devenu l'un des plus grands investisseurs, puis le partenaire commercial le plus dominant mais non le plus exploitant. Un autre pays de l'ASEAN, l'Indonésie est devenue, au début des années 1970, parmi les nations de l'Asie du Sud-Est, le principal bénéficiaire de l'aide japonaise et des investissements japonais. Depuis lors, cette place de premier investisseur et de premier partenaire commercial n'a jamais été ravie au Japon. Grâce à l'accroissement des liens commerciaux entre les pays d'Asie, en particulier entre les deux géants que sont la Chine et l'Indonésie, un rapprochement manifeste s'est opéré entre la Chine, l'Indonésie et l'ensemble de l'Asie du Sud-Est, dans le cadre des ententes précitées dites de l'ASEAN +3, Chine, Japon, Corée, et du sommet ASEAN-Chine lui aussi tenu à Singapour en 2000. Il est encore tôt de dire si ces pays avaient signé là l'acte fondateur d'une vraie zone de libre-échange. Contrairement à l'ALENA, l'ASEAN ou ANAS n'est pas à proprement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.